Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter comment je suis passée d'une vision de l'ergonomie à une autre en allant vers l'exercice du métier. Alors, j'ai découvert l'ergonomie par un premier master. En fait, j'ai commencé mes études par un parcours assez classique en STAPS, donc en fac de sport, puisque j'ai fait une licence et ensuite un master en STAPS. Au cours du master, j'ai choisi l'option ergonomie. C'est à ce moment-là que je découvre le métier d'ergonome. Mais à travers cette option, la vision qui m'est transmise du métier, c'est plutôt une vision centrée sur le corps humain et sur les normes. Et donc pour moi, à ce moment, le métier d'ergonome, c'est plutôt un métier de logique et d'application sur le corps humain, enfin sur les postes de travail. Mais en fait, je pense que soit le poste est en adéquation avec les données scientifiques, soit il y a un décalage et il faut que je le corrige en tant qu'ergonome. Donc après, j'étais dans un master STAPS qui n'avait pas à vocation de former des ergonomes. Les débouchés étaient plutôt dans le développement de produits. C'était vraiment juste une petite option ergonomie. C'est vrai après aussi qu'en STAPS, on a quand même une grosse importance sur le corps humain, donc ce qui permet de transmettre des connaissances et des outils qui peuvent servir en ergonomie, mais qui ne font pas tout. Donc finalement, j'avais un accès à un pan assez limité de l'ergonomie. Ça me donne quand même envie de continuer dans cette voie, et ça me motive suffisamment pour reprendre un autre master juste après. Ça me permet quand même aussi d'acquérir des capacités en analyse du mouvement humain et en description des mouvements et des gestes visibles. Et puis, ça m'aide aussi à décrocher un contrat de professionnalisation plus facilement. Donc du coup, ensuite, je choisis de faire donc un second master, puisque j'ai conscience que les cours de l'option ergonomie sont très insuffisants pour être ergonome. Et puis, je sais aussi que ce diplôme de STAPS n'est pas reconnu par la discipline. Je ne pourrais pas acquérir le titre d'ergonome européen par la suite. Et donc finalement, je choisis de réaliser un master qui est dédié à l'ergonomie, mais pour obtenir un diplôme qui soit reconnu. Et donc je choisis le CNAM de Nantes parce que c'est une formation qui peut se faire en alternance et que comme je reprenais un deuxième master, je voulais absolument que ce soit en alternance. Et puis l'entreprise qui m'accepte en contrat de professionnalisation me dit c'est le CNAM ou rien. Donc du coup ça m'aide à choisir après parmi toutes les formations. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai envie d'aller vers ce métier, puisque je fais les démarches d'un deuxième master, d'un contrat de professionnalisation, mais je n'ai pas refait de réelle recherche sur ce domaine, et je n'ai pas encore conscience que ma vision de l'ergonomie est incomplète et erronée. Je pense que ce que j'ai vu en STAPS, c'est alors très bien pour l'ergonomie. Donc en fait, je suis plus dans une démarche de reconnaissance de diplôme que de formation. Je veux avoir un diplôme qui me permette d'être reconnu, mais je me dis que c'est bon, de toute manière, les connaissances, j'ai déjà des bonnes bases. Donc du coup, je ne suis pas du tout préparée à découvrir un autre pan de l'ergonomie, j'en ai même pas conscience. Donc qu'est-ce que ça a été pour moi de devenir ergonome ? Donc déjà, dès mon arrivée au CNAM, c'est une confrontation de points de vue. Je vois tout de suite qu'il y a peu de prise en compte du corps humain dans les cours, qu'on n'utilise pas du tout des outils pour dire si le poste il est en adéquation ou non avec les sollicitations du corps humain, comme par exemple l'électromyographie, qu'on manipule pas mal en STAPS, ou même des outils d'analyse de l'environnement de travail, comme le luxmètre, tout ça. On en parle, mais on ne manipule pas. Mais par contre, je découvre qu'on a beaucoup de cours sur l'importance de la prise en compte de la situation de travail au sens large, et puis aussi sur l'utilisation de données qui ne sont pas visibles directement. Donc du coup, tout ça, ça m'inquiète, ça n'a rien à voir avec ce que je pensais, et je m'inquiète aussi pour mon arrivée à l'entreprise, puisque en fait, avant de me prendre en alternance, pour les problématiques d'ergonomie, ils prenaient des stagiaires qui étaient issus du master STAPS que j'avais fait avant. Donc en fait, on avait une vision du coup assez similaire avec l'entreprise de l'ergonomie, donc une vision très centrée sur le corps humain. Donc pour moi, au début, c'est un changement de point de vue qui est assez difficile à accepter, enfin même très difficile à accepter. Je ressors de mes 2 premières semaines de cours, je me dis qu'ils se trompent, qu'ils oublient une grosse partie quand même, qu'on ne parle pas de biomécanique, c'est pas normal. Moi qui ai un parcours assez scientifique et un esprit assez cartésien, je découvre que ce n'est pas une science vérifiable. On ne peut jamais vraiment savoir si on a juste ou faux. Je dois aussi apprendre qu'à chacune de mes questions, on va me répondre ça dépend, que 2 points de vue très différents, ça peut être vrai. Donc c'est assez compliqué à intégrer. Et donc au final, ça m'oblige à revenir sur ce que je pensais acquis en ergonomie. Et donc je ne peux plus faire cette formation seulement en allant chercher le diplôme. Je suis vraiment obligée de me remettre pleinement dans une formation si je veux devenir ergonome.
Donc finalement, pour moi, l'apprentissage du métier d'ergonome, ça a été d'accepter de déconstruire ma vision du métier pour pouvoir intégrer les nouvelles notions qu'on m'a amenées au CNAM et pouvoir ainsi me construire en tant qu'ergonome. Donc bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, enfin, ça a été un processus tout au long des 2 ans. Et il y a un ensemble d'éléments qui m'ont permis de faire cette bascule. Donc, je vais donner quelques exemples. Donc il y a eu déjà tout ce qui était TP sur cas concret qu'on pouvait faire quand on venait au CNAM, puisque ça permettait de découvrir différents types de demandes qui sont recevables par un ergonome, et aussi des problématiques très variées, et donc de découvrir que l'ergonome ne travaillait pas seulement sur des problématiques physiques. Après, il y a tout ce qui est échange avec les autres personnes de la formation, et puis aussi avec les intervenants. Ça permet de discuter autour d'autres cas concrets, et aussi d'avoir en fait, des points de vue extérieurs sur ce que nous, on va vivre à l'entreprise quand on va sur le terrain. Il y a tout ce qui est aussi lecture d'articles, que ça soit imposé par les cours ou alors nécessaire des fois aussi pour avancer dans notre pratique. Donc tous ces articles, ils nous donnent à voir ce qui peut fonctionner ou non dans différents types de contextes. Ça nous permet de découvrir aussi des méthodologies qui ont été mises en place et puis les résultats qui peuvent être obtenus. Et enfin, la grosse partie aussi de l'apprentissage, ça a été le travail en entreprise, parce que moi du coup j'ai été 2 ans en alternance dans la même entreprise. Et donc là, c'était la confrontation au réel du terrain. Donc déjà, le diagnostic en première année, ça m'a beaucoup aidé à prendre conscience de l'intérêt de voir plus large que les facteurs biomécaniques pour agir sur les TMS, puisque dans mon entreprise, on me demandait d'intervenir sur la démarche TMS Pro. Et donc, on me demandait de faire un diagnostic sur une situation de travail, mais très vite, je me rends compte que le problème, les plaintes qui me reviennent, c'est pas lié à des problèmes physiques, mais c'est lié à des problèmes de formation, à des problèmes de rôle de chacun, à des problèmes d'organisation. Donc du coup, je découvre autre chose. Et puis l'intervention en 2e année, donc là qui me permet d'accéder à une vision plus globale de l'entreprise et aussi de voir des problématiques différentes sur lesquelles un ergonome peut agir. Donc j'apprends l'importance de l'analyse de la demande et puis aussi la possibilité qu'on a de proposer quelque chose auquel l'entreprise ne s'attend pas. Donc tous ces éléments, ils me permettent d'acquérir une vision qui est beaucoup plus constructive et plus enrichissante de l'ergonomie. Je ressors avec un apprentissage qui me permet de me dire que ce n'est pas forcément des actions contre les entreprises pour corriger leur situation, mais qu'on est plutôt là pour les aider à comprendre, pour ne plus reproduire les mêmes erreurs et construire ensemble les changements. J'en ressors du coup avec une représentation de la pratique qui est totalement différente. Je pense que maintenant c'est un métier beaucoup plus complexe que ce que j'avais en vision, où il ne s'agit plus d'appliquer des principes et des normes. C'est aussi un métier varié avec des possibilités d'action qui sont très différentes et des résultats plus enrichissants, que ce soit personnellement ou pour les entreprises, que de simplement remettre à hauteur des postes de travail comme ce que je croyais avant. C'est aussi un changement de vision pour l'entreprise finalement, puisqu'ils avaient la même vision que moi avant. Donc du coup, le diagnostic de première année, ça les surprend un petit peu, qu'on me fasse agir sur TMS Pro et que je donne pas que je ressorte pas de problématiques sur le physique, le matériel. Mais finalement, après, avec les éléments que j'ai pu apporter, les échanges qu'on a eus, c'est quand même un diagnostic qui est bien accepté, qui est pris en compte, et donc qui vont intégrer aussi. Et ça permet en 2e année d'avoir une problématique qui n'est plus une vision poste par poste à évaluer, à améliorer, mais voilà, d'accéder à d'autres types de problématiques. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour moi être ergonome ? Donc, tout d'abord, c'est chercher à comprendre toutes les situations. C'est être capable de repérer les informations importantes et d'être interpellé par les événements. C'est aussi poser les questions qui vont amener à comprendre et donc admettre qu'on ne sait pas toujours, qu'on ne comprend pas ce qui se passe, même quand le métier peut être vu comme quelque chose de simple. C'est aussi parfois mettre en lumière des choses qui sont très simples, mais dont personne ne se doute, qu'on ne va pas chercher comme ça. Et avec l'idée de des fois quantifier ces choses simples pour montrer l'intérêt de s'y intéresser réellement. C'est s'intéresser aux gens, à ce qu'ils vivent au quotidien. C'est aussi aimer découvrir des métiers qui ne sont pas les nôtres. Et c'est aussi accepter de devoir se former régulièrement, puisque les contextes d'intervention sont variés. Et du coup, ça nécessite de toujours quitter sa zone de confort. Donc, en tant que jeune praticienne, depuis 2 mois en consultante, qu'est-ce que c'est pour moi être ergonome ? Déjà, c'est aller beaucoup plus vite que ce qu'on a pu faire pendant 2 ans. Et donc, aller plus vite, ça veut dire faire des deuils beaucoup plus importants par rapport à ce qu'on voit. Et donc, c'est être capable de cibler tout de suite les informations qui sont pertinentes pour répondre à la demande.
c'est aussi être capable d'être sur plusieurs sujets en même temps, ce qu'on ne fait pas pendant 2 ans. Travailler sur des contextes variés, mais par contre, ça reste toujours porter le point de vue du travail. Et donc, au final, pour moi, le métier d'ergonome, c'est un métier où on est toujours en apprentissage, puisque les manières de faire, en fait, je trouve, ne sont pas du tout les mêmes en fonction du poste occupé, des expériences, des contextes, des personnes rencontrées, des positionnements de l'ergonome. Voilà, merci. Bonjour à tous, donc Charlotte Giuliani, je suis ergonome au sein du cabinet Ergonalliance. Donc cette présentation, elle vous présentera donc la perception que j'ai eue du métier en fait à travers mon expérience depuis l'idée d'être ergonome jusqu'à maintenant où je suis jeune ergonome praticienne. Et au fur et à mesure, je déclinerai cette perception du métier qui s'est étoffée au fur et à mesure et par quels moyens j'ai appris. Donc déjà, c'était une idée de devenir ergonome puisque je venais des ressources humaines avec un parcours donc en gestion de la formation et développement des compétences. Et j'ai décidé de fuir les ressources humaines parce que je me rendais compte que finalement, est-ce que j'agissais en faveur des ressources, c'était sûr que c'était pas tellement le cas. Et du coup, je me suis dit, que faire comme métier en fait pour agir en faveur des ressources humaines. Et donc, quand cette question s'est posée, j'ai fait un bilan de compétences en fait, qui m'a permis d'ouvrir le champ des possibles par rapport à ça, comment je peux intervenir pour favoriser les conditions de travail des salariés et pas les mettre en situation de handicap. Et puis, comment je peux valoriser aussi mon parcours antérieur et pas complètement le mettre de côté, parce que j'avais quand même appris pas mal de choses, j'avais un certain bagage. Et donc là, c'est posé la question de comment accéder à une formation qui soit diplômante, qu'on puisse faire reconnaître. Et donc, à travers ce bilan de compétences, la question de l'ergonomie s'est présentée. Alors au début, j'ai pas compris pourquoi on m'a dit tu devrais t'intéresser à l'ergonomie. Je me suis dit je comprends pas. Enfin, pour moi, HSE, c'est peut-être mieux que ergonome. Je vois pas pourquoi on me demande d'aller m'intéresser à ce métier-là. Et puis finalement, en parcourant des études qui avaient pu être réalisées au sein de ma structure, donc des études en ergo, qui avaient été réalisées par des services de santé au travail, par exemple, je me suis dit, ah oui, quand même, on s'intéresse au travail réel. On met en valeur ce qu'on ne voit pas en fait au quotidien, en tout cas en tant que RH. Et ça peut être intéressant de travailler sur ce volet-là. Donc, je me suis renseignée sur quelle formation il est possible de faire quand on a un ancien parcours et où est-ce qu'on peut se former. Donc, rapidement, je suis arrivée en fait sur la formation du CNAM parce qu'elle est plutôt assez ouverte à différents profils. Parce qu'au début, je me suis dit, mais en fait, c'est pas pour moi parce que ça a l'air de s'adresser uniquement aux psychologues ou aux kinés. Mais est-ce que les RH sont légitimes dans les fonctions dans la fonction d'ergonome? Donc voilà, j'ai appris à travers ce bilan de compétences, les études de poste et puis la recherche de la formation. Donc là, ma première perception du métier, c'était l'ergonome, il est technicien et analyste du travail. Il est en lien avec des opérateurs qu'on nommait salariés encore à ce moment-là, et puis aussi en lien avec les instances représentatives du personnel. Donc je pensais que j'avais une plus-value par rapport à ça. Il a des connaissances fines en anthropométrie, en psychologie, en physiologie et d'autres connaissances a priori, mais que j'ignorais à ce moment-là. Il est présent donc en service de santé au travail et puis en tant que consultant dans des cabinets.
Et puis, il est appelé, a priori, sur des problématiques de handicap. C'est ce que j'avais vu, en tout cas, dans l'entreprise où j'étais. Et donc, il existe plusieurs ergonomies. J'avais compris à ce moment-là qu'il y avait l'ergonomie en lien avec tout ce qui est physique, l'ergonomie cognitive et puis l'ergonomie organisationnelle. Je me disais, bon, est-ce qu'il faut rentrer dans une boîte ou est-ce qu'il faut mélanger tout ça? Enfin, voilà. Il y avait certaines questions qui se posaient à ce moment-là. Mais je me suis dit, j'apprendrai au cours de la formation. Et donc, l'ergonome vise à améliorer les conditions de travail, la santé au travail. Donc là, j'avais certaines idées reçues par rapport à ce que j'avais vu, par rapport aussi à ce que j'avais saisi à ce moment-là. Et puis, j'ai constaté qu'à ce moment-là, je n'avais pas forcément suffisamment échangé avec des professionnels. Bon, ça m'aurait sans doute un peu plus servi pour appréhender le master. Et donc, ensuite, j'ai commencé donc, le master au CNAM de Paris, que j'ai réalisé sur 2 ans pour le master 1. Et puis, la deuxième année que j'ai réalisée à Nantes, donc avec 2 approches différentes de par les enseignements qui sont plus ou moins professionnalisants, mais en tout cas qui se complètent. Et donc, j'ai appris donc, par tout ce qui est dispensé par les 2 années de master, mais aussi par la conduite réflexive de la pratique lorsque j'ai écrit le mémoire, où là j'ai eu pas mal de révélations, et aussi au quotidien, donc au quotidien pendant les 2 ans, mais aussi au quotidien encore aujourd'hui, où en faisant mon chemin de vie, voilà, par des rencontres, par mes activités, etc. Je rencontre des professionnels forcément avec qui je travaille et du coup j'ai un regard différent sur ce qu'ils réalisent mes questions du coup, j'ai des questions qui se présentent et qui ne se présentaient pas avant auprès de ces personnes-là et j'apprends beaucoup aussi par rapport à ça. Donc à ce moment-là, au cours de la première année, donc je me rends compte que finalement, il n'y a pas que des psychologues et des kinés qui font de l'ergonomie, que l'ergonomie se nourrit de différentes disciplines et que l'ergonome ne travaille pas seul. Donc on parle d'analyse de l'activité en faveur de l'amélioration des conditions de travail et de la santé et de la performance, parce que voilà, au départ, je pensais que c'était uniquement la santé. Et que donc l'ergonome peut être consultant, il peut être aussi interne à une structure, il peut être enseignant et ou chercheur, et puis parfois spécialiste sur des thématiques. Et au cours de la seconde année, donc je me rends compte que l'ergonome peut avoir différents positionnements, différents rôles dans une intervention, qu'il participe à des projets de conception. Donc ça, c'était vraiment une nouveauté à mes yeux, et qu'il emploie beaucoup la pédagogie. Il y a vraiment un quotidien sur la notion d'être pédagogue auprès de son entourage pour aussi vendre la discipline dans le sens où elle est a priori assez mal connue. Et puis une fois diplômée, là il faut trouver un travail et j'ai encore pas mal de questions qui se posent à ce moment-là. C'est quel travail je veux faire à ce moment-là, quoi. J'ai mon diplôme, a priori assez généraliste. Est-ce que je veux être consultant? Est-ce que je veux être interne? Est-ce que j'ai le choix, finalement? Est-ce qu'il y a suffisamment d'offres pour avoir ce genre de critères? Et puis, est-ce que je m'oriente vers des entreprises de l'industrie ou du service? Et finalement, est-ce que je vais être ergonome? Est-ce que je ne vais pas faire un autre emploi, mais me servir de mes connaissances en ergonomie pour réaliser mon activité? Donc, sous-entendu, est-ce que je retourne dans les ressources humaines ou pas, quoi? Mais je l'ai fait d'une autre façon. Et donc là, je me suis rendu compte que la recherche d'emploi, elle n'était pas simple du tout, parce qu'avant, quand j'étais RH, je mettais dans mes recherches d'emploi
chef de projet formation, chargé de formation, et puis comme domaine, je mettais RH, donc c'était fastoche. Là, je ne peux pas mettre un domaine parce que l'ergonome, il est potentiellement dans la sécurité ou dans les ressources humaines ou je ne sais quoi. Enfin, il peut être rattaché à tout type de domaine dans une entreprise. Il a des compétences transposables, donc en fait, son intitulé de poste, c'est pas forcément ergonome. Et puis, parfois, il y a même des postes d'ergonome. Finalement, avec notre apprentissage de l'ergonomie, en tout cas, on se rend compte que c'est pas de l'ergonomie. Donc là, je me dis, waouh, ça va être sympa, cette recherche d'emploi. Et le quotidien était assez complexe, voilà, parce qu'il fallait tout décortiquer finalement. Donc là, bien sûr, j'ai appris à travers les annonces, mais aussi à travers un réseau professionnel, donc réseau que j'avais, un réseau antérieur, mais aussi à travers voilà, d'autres réseaux qui sont nés après le master, et des échanges avec des ergonomes professionnels. Et donc là, je me suis rendu compte au fur et à mesure des entretiens d'embauche et des recherches que l'expérience RH, ça pouvait être un plus parce que c'est valorisable en ergonomie. Que la deuxième année qui a été effectuée en alternance, c'est aussi bien parce que ça fait, du coup, on ne part pas de rien non plus, on a vécu le métier. Et par contre, avec une expérience uniquement dans les services, ça c'est un vrai handicap parce que finalement, on demande systématiquement ou quasiment systématiquement une expérience en industrie. Et là, quand on n'a pas d'expérience en industrie et qu'on vient des services, la porte est fermée. Donc là, je me suis retrouvée assez embêtée par rapport à ça. Et à ce moment-là, j'avais donc la vision du métier comme commercial de la discipline, c'est-à-dire qu'en entretien de recrutement, je devais valoriser le métier, en tout cas ajuster mon discours en fonction de la perception du métier que se faisait le recruteur. Et donc toujours retraduire constamment, donc être pédagogue et commercial de la discipline. Et donc j'ai aussi compris qu'il y avait une réelle importance à faire partie de ce réseau professionnel et des journées comme aujourd'hui où on apprend encore et toujours du métier, de la discipline et du travail. Et maintenant, donc, je travaille depuis peu, depuis 2 mois, donc c'est tout neuf, mais voilà, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a des missions assez variées. Une réappropriation de ce qu'on a appris au fur et à mesure de la formation, notamment. Des réalités de terrain où, comme disait Clotilde, faut aller vite. Donc, il y a des étapes qu'on réinvestit de façon différente, mais on essaie quand même de prendre en compte. Et un apprentissage donc, qui se fait au quotidien, par l'approfondissement des notions dans la pratique et par la pratique, la connaissance de différents secteurs, parce que venant d'un secteur quand même assez particulier, j'étais plutôt du côté des bailleurs sociaux, donc c'est vraiment très ciblé. Là, j'apprends de plein de secteurs différents. Et aussi le fonctionnement d'un cabinet, puisque je fais partie d'un cabinet consultant. Donc l'ergonome, maintenant, pour moi, c'est le couteau suisse. En fait, est-ce qu'il fait un seul métier? Je ne suis pas sûre. Donc pour moi, il a plusieurs casquettes. Il apprend constamment. Et donc, à la suite de la formation, il y a encore sa propre application à mettre en œuvre et aussi une identité professionnelle à construire au fur et à mesure donc, de la pratique. Voilà, et la suite à voir. Alors, donc, je m'appelle Emmanuelle Brunet et je vais vous présenter aujourd'hui comment je suis arrivée à l'ergonomie en vous présentant mon voyage en ergonomie.
Donc, pour situer un peu le contexte, je suis ergothérapeute dans un centre hospitalier depuis 10 ans, dans les EHPAD rattachés à ce centre hospitalier. Donc, dans ma pratique, je suis amenée à préconiser des pratiques soignantes autour de tout ce qui va concerner les dispositifs techniques, les prises en charge de patients, les mobilisations, le confort, l'autonomie des patients, etc., l'adaptation de leur environnement. Je suis le référent des dispositifs techniques, puisque les ergothérapeutes, on est souvent associés aux fauteuils roulants, aux déambulateurs, voilà, aux lève-malades et à tous les dispositifs d'aide à la manutention. Donc j'ai cette casquette. Et puis je suis amenée dans ma pratique, on va dire, j'intègre des notions de prévention des risques professionnels liés à la manutention et surtout ciblées sur les facteurs biomécaniques dans l'activité des soignants. Et donc, il arrive un moment où j'ai besoin d'apprendre autre chose, j'ai besoin de redonner du sens à mon travail, de développer de nouvelles compétences. Et j'en arrive à me renseigner sur le métier d'ergonome par diverses rencontres. Et je décide de m'engager là-dedans. Donc, je pars avec ma valise, et dans ma valise, j'ai mes compétences en ergonomie d'ergothérapeute, donc qui vont essentiellement être en lien avec l'adaptation de l'environnement matériel à l'activité, mais des personnes que je prends en charge, donc des patients, des connaissances en physiologie et en biomécanique humaine, une expérience du monde du handicap, et une vision très normée et centrée sur l'aspect technique de la valeur ajoutée de l'ergonomie dans la pratique. Donc c'est parti, je pars avec ma valise, pleine d'entrain. J'arrive à argumenter auprès de mon établissement de financer cette formation. Je me renseigne, mais très brièvement, sur les modalités pratiques de la formation au CNAM. Donc, on me finance la formation dans le cadre de la formation continue, avec certaines conditions. Donc, je poursuis mon activité d'ergothérapeute en EHPAD en parallèle. Et en alternance, on me détache sur un poste d'ergonome qu'on crée pour moi au service de santé au travail, qui représentait en première année une journée par semaine. Et donc, toute contente, il faut une étude de terrain. Donc, je demande où voulez-vous que je réalise cette étude de terrain, toute contente de pouvoir voir autre chose. Et donc, on me l'a prescrit en EHPAD. Donc, je ne désespère pas. À ce moment-là, je me dis, prenons le bon côté des choses. Je connais bien. Et puis, ça va m'aider. Je suis ergothérapeute. Je vais avoir un plus. Ça va être facile. Donc, première année de master. Où, si je résume, ça a été de comprendre, pour moi, comprendre le travail, mais aussi le métier, puisque j'en avais une représentation qui n'était pas du tout raccord avec ce que j'ai appris par la suite. Donc, qu'est-ce que j'apprends ? J'apprends que l'ergonome, déjà, ne construit pas des solutions, mais des problèmes. J'apprends le concept d'activité dans le travail, la vision globale et singulière des situations de travail, l'analyse du travail, l'analyse de l'activité. Donc tout ça, hop, dans la valise. Et puis, mon intervention en EHPAD, ça a été un jeu alors, je vous ai mis des Legos pour illustrer, mais c'est vraiment la construction, la déconstruction. Parce qu'au final, en EHPAD, je me retrouvais ergothérapeute, ergonome, pour certains qui ne retenaient pas du coup ce que c'était ergologue, ergonaute, ergologiste. Voilà. Donc il a fallu, en fait, il y a eu un gros travail par le biais de la mise en pratique de tout ce qu'on avait appris en première année, un gros travail de déconstruction des représentations, alors les miennes, sur mon propre travail, sur le travail des soignants qui étaient mes collègues depuis plus de 10 ans,
sur le travail en général, avec tous les modèles qu'on a pu nous apprendre, nous inculquer en première année. Et puis, il a fallu aussi reconstruire justement une identité professionnelle. Qui je suis quand je suis sur le terrain, comment je m'identifie en tant qu'ergothérapeute, comment je m'identifie en tant qu'ergonome. Voilà. Comment j'explique le métier, parce qu'au final, je me retrouvais à devoir... j'ai passé toute l'année sur le terrain à expliquer ce que c'était la différence finalement entre ergothérapeute et ergonome, puisque pour les gens, j'étais là pour la même chose, et c'était très difficile de me mettre la bonne casquette suivant ce que j'allais réaliser sur le terrain. Donc ça a été un gros sac de nœuds, mais qui au final m'a apporté beaucoup, donc, notamment dans l'expérimentation de pouvoir porter le point de vue du travail par le biais de l'analyse de l'activité. Et puis surtout, ça m'a appris à communiquer sur le métier, me dire voilà, je suis ergonome, ah bon, mais c'est quoi, ça sert à quoi, pourquoi faire, sachant que je devais argumenter ça tout en ayant une idée très floue finalement de ce que c'était, puisqu'en première année c'est la découverte, et que tout n'est pas construit. Tout n'est pas construit, en tout cas pour moi, ça ne l'était pas en fin de première année. Donc, si je fais le bilan en fin de première année, j'ai une étude de terrain où j'ai fait de l'analyse de l'activité, mais qui reste sans suite. Des demandeurs qui ne semblent pas se saisir du diagnostic. En gros, on me dit, oui, d'accord, donc... la demande, c'était en EHPAD, les demandeurs attendaient des solutions pour que je puisse créer en gros des profils de poste qui étaient adaptés à des soignants qui posaient des difficultés de maintien dans l'emploi, et donc qui devaient réintégrer des postes d'aide-soignants, et on me demandait d'adapter les postes d'aide-soignants en EHPAD à leurs restrictions. Ce qui, quand on appréhende un peu le travail soignant en EHPAD, est très compliqué quand on nous dit voilà, vous avez une aide-soignante qui revient en poste, par contre elle ne peut pas soulever, elle ne peut pas porter, et elle ne peut pas avoir une charge de plus de 3 kg sur son bras. Voilà. Donc ils m'attendaient là-dessus, et moi je leur parle de travail collectif, de collectif de travail, d'organisation de travail, en lien avec les TMS, etc. Donc forcément, ça les a interpellés, mais on m'a dit oui, d'accord, et alors? Donc à ce moment-là, je me pose des questions. À quoi ça a servi? Qu'est-ce qu'il a manqué? Comment j'argumente le financement de la poursuite du master? Parce qu'à ce moment-là, c'était pas gagné que je puisse faire la deuxième année. Et surtout, comment j'anticipe l'intervention de deuxième année? Donc en gros, c'est le gros flou. Je pars en deuxième année de master, j'arrive à convaincre. Alors comment j'arrive à convaincre? Si je résume, on m'a dit alors quelle solution vous pouvez nous donner par rapport à votre étude en EHPAD? Et j'ai dit écoutez, en première année, on construit le problème, on en donne une représentation. Si vous voulez les solutions, il faut me payer la deuxième année. Eh bien, c'est passé. Donc me voilà en deuxième année, avec le même contexte, sauf que cette fois, on m'augmente ma quantité de temps, puisque pour réaliser l'intervention, c'est plus long et il faut plus de... Enfin, la prescription du CNAM, il y avait un nombre de jours qui ne correspondait pas au détachement, donc ils augmentent ma quantité de temps sur le poste d'ergonome. Et cette fois, changement de décor, je vais en blanchisserie. Donc un milieu totalement inconnu pour moi, qui touche le domaine de l'industrie, mais par contre un projet très mal défini. Et en fait, à ce moment-là, ce qui a posé souci, c'était de vraiment les amener à définir les contours d'un projet qui était très clair. Et pourquoi au final? Parce que moi-même, je voulais leur donner une représentation, je voulais pas me fermer de porte pour réaliser la deuxième année. Donc il fallait que je leur donne à peu près une idée de ce à quoi ça allait ressembler, et en même temps, j'en avais aucune idée. Et du coup, il fallait que je puisse leur faire...
définir un projet, mais sans vraiment savoir voilà, quoi leur donner pour qu'ils puissent le construire. Donc au début, c'était là aussi le grand flou. Donc le gros travail en deuxième année, ça a été tout d'abord de construire un projet, de construire un positionnement, de me construire un positionnement pour vraiment me démarquer des représentations qu'ils pouvaient avoir par rapport à ce qui s'était passé en première année. Et donc, qu'est-ce que j'apprends? Oui, je ne vous l'ai pas dit. Donc, dans ma valise, je rajoute en deuxième année la dimension stratégique de l'intervention, la démarche projet, la construction sociale de et dans l'intervention. Et puis donc là, j'essaie de construire un projet, j'essaie de construire un positionnement, sachant que je suis aussi, moi, soumise à la prescription, puisque l'enjeu, moi, je reste salariée de cet établissement après le master. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Et suivant ce qui se passe dans l'intervention, est-ce qu'on me proposera un poste d'ergonome? Quelle mission on me proposera? Puisqu'au départ, les missions, c'était visite de poste avec prescription de souris ergonomique, hauteur de bureau, etc. Donc comment je fais évoluer ça? Parce que du coup, moi, mes représentations évoluent. Je vois ce que c'est que l'ergonomie et je trouve ça génial, mais du coup, je me dis mais comment je vais faire pour qu'eux aussi trouvent ça génial? Donc en deuxième année, je jongle avec les temporalités du projet, les temporalités de la formation, les différents enjeux de l'intervention, donc pour le service blanchisserie, pour moi, pour mon futur exercice dans l'établissement, pour la place de l'ergonomie aussi dans les projets de l'établissement. Et puis je joue avec la dynamique des représentations qui évoluent, mais pas forcément au même rythme. C'est encore flou. Et donc en fin de deuxième année, voilà, à l'issue du master, qu'est-ce que je capitalise? Je capitalise qu'il faut savoir garder en ligne de mire les objectifs de l'intervention, savoir prendre des itinéraires bis, c'est-à-dire que face aux barrières qu'on rencontre sur le chemin de l'intervention, ne pas s'effrayer de devoir voilà, contourner pour atteindre ces objectifs. Et donc là, au final, une intervention qui va transformer, des demandeurs qui vont cette fois se saisir du diagnostic, des représentations qui vont bien remuer, et un profil de poste d'ergonome qui va être révisé. Donc de la visite de poste, je passe à des demandes de développement, conception et animation de formation au sein de l'établissement sur des projets de grande envergure, et d'autres interventions à l'image de celles que j'avais pu réaliser en M2. Et du coup, on me dit les visites de poste, on va faire autrement. Donc là, nouvelle question. Ah, ça ne veut pas, si. Donc, qu'est-ce qui m'a permis de transformer? Comment je poursuis sans filet, puisque c'est confortable en deuxième année de master, on a des tuteurs. On a toute une équipe pédagogique qui est là, qui nous aide, qui nous accompagne. On fait tout pas à pas. Et là, d'un coup, c'est OK, super, mais comment je fais pour que ça continue comme ça? Comment j'assois mon positionnement qui a commencé à se construire, mais voilà. Et donc à ce moment-là, toutes ces questions se posent. Donc au final, comment j'apprends le métier d'ergonome en le faisant? Alors je vous ai mis des mots-clés. Voilà. Donc déjà dans les temporalités, comment on apprend? Quand on apprend, c'est tout le temps. C'est avant, c'est pendant l'action. C'est en feedback derrière, et puis c'est tout au long de la pratique où par l'expérimentation, par la mise à l'épreuve finalement de tout ce qu'on apprend, on peut intégrer, intellectualiser tous les concepts, tout ce qui se passe dans la pratique, comprendre face aux difficultés qu'on rencontre, comment on s'en sort, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et c'est ce qui aide à progresser, à avancer. Donc pour moi, ça a été l'adaptation, l'acceptation, l'expérimentation, être patient, être humble, audacieux également, opportuniste et persévérant, surtout persévérant. Et donc aujourd'hui, quel travail, quel métier d'ergothérapeute à ergonome? Eh bien ça dépend. Ça dépend totalement du contexte. Alors moi clairement, aujourd'hui, mon métier d'ergonome influence vraiment ma pratique en tant qu'ergothérapeute,
puisque je porte pas du tout le même regard sur le travail et sur la globalité des situations. C'est vrai que la globalité des situations en ergothérapie, on l'appréhende autour de la situation du patient. Et du coup, là, en tant qu'ergonome, on l'appréhende encore plus au global avec tous les éléments de son environnement, notamment les situations de soins, les soignants, etc. Et puis, dans mon nouveau travail d'ergonome, mes compétences d'ergothérapeute, elles m'aident surtout par rapport à ce que je connais du secteur du soin. Et donc, pour travailler dans un hôpital, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais m'arrêter là. J'avais plein d'autres choses à vous dire, mais je crois que j'ai dépassé le temps.